Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 22 juin. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. Ce devait être une importante réunion pour déterminer la cartographie scolaire de l'année 2016-2017. La réunion du comité technique académique, un organe consultatif. Ce comité vient d'être annulé. Tout de suite, la réaction d'Eddy Ségur, le secrétaire général du syndicat FSU. Il est interrogé par Johan Charpentier-Titi. Ce matin devait se tenir le CTA, le comité technique académique. Et, il n'a tout simplement pas pu avoir lieu puisque les documents de travail qui devaient donc nous permettre justement de discuter des différents points à l'ordre du jour n'ont pas été transmis en temps et en heure aux organisations syndicales. Donc le recteur a tout simplement ajourné la réunion et l'a repoussé tout simplement à mardi 28 juin à 9 h. Nous attendons tout simplement que le recteur, au regard de la réalité dans nos classes, puisse opérer de nouvelles ouvertures, procéder à des annulations de fermeture qui avaient été décidées donc, au CTA du 18 avril. Et nous espérons tout simplement que nous ayons les moyens pour avoir une rentrée scolaire acceptable dans le département. Social toujours, avec le statu quo dans la grève à la mairie de Capesterre-Belle-Eau, les négociations n'ont toujours pas repris, comme l'envisage le médiateur Georges Calixte. Je vous le rappelle, le maire de Capesterre-Belle-Eau, Joël Beaugendre, a quitté la table vendredi après une reprise qui avait seulement duré 4 jours. La grève de ces agents municipaux de Capesterre-Belle-Eau affiliés à l'UTC-UGTG en est aujourd'hui à son 51e jour. Et puis Éric Jalton, le député maire des Abîmes, donne suite aux 2 décisions de justice rendues d'une part par le tribunal administratif de Basse-Terre et le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans ce qu'il est convenu d'appeler le conflit du Morne-Torudu, conflit entre les riverains du quartier de Chauffour et un promoteur immobilier pour la réalisation d'un réseau d'assainissement destiné à un projet de 90 logements. Éric Jalton considère toujours que ces 2 décisions donnent raison à la mairie, mais il se dit prêt à faciliter la médiation entre les consorts Torudu, c'est le nom de famille propriétaire de ce terrain concerné, et le promoteur. C'est aujourd'hui la journée nationale du don d'organes, une journée organisée pour informer le grand public d'abord sur la loi concernant le don d'organes, une loi qui date de 1976, et répondre aussi aux nombreuses interrogations des familles et même des professionnels de santé. Cette journée d'information se déroulait aujourd'hui chez nous dans le hall d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre. Le reportage de Muriel Barlagne. Le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîmes a fait de la journée nationale du don d'organes un moment de réflexion. L'occasion de rappeler que selon la loi, nous sommes tous donneurs d'organes et de tissus. C'est le principe du consentement présumé. Si l'on n'est pas d'accord, il faut s'inscrire au registre national des refus ou le dire à ses proches. En cas de décès pouvant donner lieu à un prélèvement, ce sont eux qui peuvent renseigner l'équipe de la coordination hospitalière au prélèvement d'organes. Il existe la carte de donneur pour les personnes, bien sûr, qui veulent donner un organe, mais il faut savoir que cette carte de donneur n'a pas de valeur légale, mais l'essentiel, c'est d'en parler avec ses proches, parce que dans tous les cas, quand une personne peut faire l'objet d'un prélèvement d'organes, on va rentrer en contact avec la famille, on va s'entretenir avec eux, et c'est la famille qui va justement témoigner pour le donneur, le futur donneur. En Guadeloupe, on ne pratique que la greffe de rein et on ne fait plus de prélèvement de tissus, sauf pour l'autogreffe. Les prélèvements sont effectués depuis 1994 et les greffes sont réalisées sur place depuis 2004. Harold a 18 ans, il est déjà en âge de se positionner sur le don d'organes. C'est un sujet auquel il a pris le temps de réfléchir. Moi personnellement, je suis pour. Parce que le don d'organes, aujourd'hui, dans un monde où la population grandit chaque année de plusieurs centaines de milliers de personnes, je pense que c'est utile. Je pense que ça peut sauver beaucoup de gens, beaucoup de vies parfois, améliorer la vie et le quotidien de beaucoup de personnes pour un moindre mal pour la personne qui donne. C'est un geste de générosité et on sait qu'en 2016, l'humanité a besoin de solidarité. En 2015, 9 prélèvements ont été effectués en Guadeloupe
quand plus de 200 personnes sont en attente d'une greffe pour la région Antilles-Guyane. On réalise moins de 50 greffes par an, ce qui reste insuffisant. La commune de Déé commémore aujourd'hui le fameux crash de 1962. En effet, le 22 juin 1962, le vol 117 Air France Paris-Pointe-à-Pitre s'était écrasé sur le massif du Dodane à Déé, faisant 113 morts, 100 passagers et 13 membres d'équipage. 50 ans après, des interrogations subsistent sur les causes de ce drame. Le reportage à Déé de Cécile Allègre. Émotion et souvenirs. Voilà ce qui agite aujourd'hui la commune de Déé. Les autorités de la ville ont tenu à rendre hommage aux victimes décédées le 22 juin 1962 dans le crash du Boeing. Une exposition retrace le déroulé des événements et les recherches qui ont suivi. Même après toutes ces années, nous vivons encore cet événement avec quand même une grande tristesse. Et nous ne voulons pas que cet événement tombe dans l'oubli. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, nous commémorons. Une volonté sans faille agite le maire de Déé qui souhaite rendre hommage aux personnes décédées. Les différents témoignages au sujet de l'accident la poussent à vouloir comprendre. Simplement pour montrer à ces personnes qu'elles sont mortes, mais que nous continuons à penser à eux. Simplement aussi pour nous de savoir un jour, qu'on nous dise si c'était un accident ou si c'était autre chose. Les raisons de ce crash restent encore floues, mais à la mairie de Déé comme chez les habitants, l'espoir persiste de pouvoir un jour connaître les réelles raisons du crash du Boeing. Aujourd'hui, il y a la mission STORA mise en place par le ministère de l'Outre-mer pour essayer de faire la lumière sur cette affaire. Nous avons essayé de solliciter un ou deux membres de cette mission, mais tant qu'ils n'ont pas terminé la mission qui va se terminer au mois de septembre, nous ne pourrons pas avoir d'éléments. Chez les habitants, si chacun est d'accord pour dire que cette histoire a marqué la commune, la jeune génération semble moins concernée. C'est très important, c'est très important. Ah, mais vous savez, c'est des familles et des amis. Toujours à penser à lui. Vous connaissez des gens, mais c'est pas... Vous savez, toutes les gens qui sont mourus dans l'avion, c'est... Oui, je connais, mais je ne connais pas de quelles circonstances ça s'est passé. Il faut se soucier quand même un peu de l'histoire de la ville. Merci. Les commémorations marqueront cette journée, mais les experts ont encore du pain sur la planche pour comprendre les raisons du crash. La fin des travaux sur la canalisation d'eau potable entre Trois-Rivières et Terre-de-Haut aux Saintes, une annonce faite par le conseil départemental. Ces travaux sont réalisés pour résorber les importantes fuites relevées sur les canalisations sous-marines, alimentant d'une part les Saintes bien sûr, mais également la Désirade, car c'est une première phase. Ces travaux doivent ensuite être réalisés sur celle de Terre-de-Bas, puis la Désirade, un chantier dans le cadre du plan de secours en eau potable du conseil départemental qui s'élève à 2,8 millions d'euros et financé à hauteur de 40% par l'État et tout autant par l'Europe. Ces travaux qui avaient nécessité l'interruption momentanée de la distribution d'eau, quelques 5000 bouteilles d'eau ont été même acheminées sur les Saintes ces derniers jours. En revanche, aujourd'hui, ce sont les habitants de Sainte-Anne et de Saint-François qui sont touchés ce matin par une nouvelle coupure en raison là des travaux de rénovation de l'usine de Déhauteur. Le retour à la normale est prévu demain en début de matinée. L'actualité dans notre grande région avec tout d'abord le Venezuela et cette procédure du gouvernement qui a fait sortir quelques 300 prisonniers, 300 détenus de la prison pour qu'ils dénoncent l'opposition pour utilisation frauduleuse de leur nom dans l'objectif de ce fameux référendum destiné à destituer le président Nicolás Maduro. Le gouvernement vénézuélien a fait sortir de prison 300 détenus afin qu'ils manifestent pour dénoncer l'utilisation frauduleuse de leur signature par l'opposition pour l'organisation d'un référendum qui vise à révoquer le président Nicolás Maduro. Le ministre des prisons précise que l'opposition, qui a déposé 1,8 million de signatures en faveur du référendum, aurait utilisé les identités de plus de 1300 prisonniers. Une enquête est en cours afin de vérifier si d'autres détenus, parmi les 50 000 que compte le Venezuela, ont été inclus parmi les signatures. L'opposition,
majoritaire au Parlement, veut à tout prix organiser un référendum d'ici le 10 janvier 2017 au plus tard. Passé cette date, la consultation ne pourra pas entraîner de nouvelles élections, mais seulement le remplacement de Nicolás Maduro par son vice-président. D'après différents sondages menés dans le pays, 7 Vénézuéliens sur 10 souhaitent le départ de Nicolás Maduro, élu en 2013, et dont le mandat expire en principe en 2019. C'est une révolution. Le système pénal mexicain n'avait pas été révisé depuis un siècle. Aujourd'hui au Mexique, plus de 90% des délits restent impunis. Pour le président Enrique Peña Nieto, il est urgent de refondre totalement le système pénal. Au Mexique, la lutte contre les cartels de la drogue a fait exploser les violences, enlèvements, disparitions, cas de torture ou encore aveux forcés. La corruption s'est installée dans le pays. Les nouveaux textes s'attaquent à l'ensemble de ces crimes en imposant des mesures de transparence. Fini le système pénal inquisitoire où durant sa comparution, l'accusé restait confiné derrière des barreaux sans même avoir de contact avec le juge. Désormais, le Mexique passe à un système accusatoire où la procédure est orale et publique, alors que jusqu'à présent, les tribunaux travaillaient uniquement sur la base de déclarations écrites. Ce qui devrait permettre de réduire les abus, la corruption et l'impunité. La lutte contre la corruption passe aussi par l'éducation. 300 000 fonctionnaires de la police et de la justice ont été formés à l'application de la réforme, mais le Mexique aura encore besoin d'une décennie pour mettre en place ce nouveau modèle pénal. Pour répondre à l'urgence engendrée par le terrible séisme qui a frappé l'Équateur le 16 avril dernier, dévastant la côte nord-ouest du pays, plus de 200 millions de dollars ont d'ores et déjà été investis par le gouvernement, selon un communiqué du président de la République, Rafael Correa. Les premières actions ont consisté à fournir de la nourriture aux sinistrés, à réparer des centrales électriques et des systèmes d'eau potable et à distribuer du matériel médical. Le puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a causé la mort de 663 personnes, 95% d'entre elles dans la province de Manabí, totalement meurtries par cette catastrophe. Sandra Naranjo, chef du secrétariat national de la planification et du développement, a néanmoins rappelé que la reconstruction des zones touchées par le séisme coûtera environ 3,4 milliards de dollars, dont 2,3 milliards proviendront de l'État central. Un mot de sport et de football en particulier avec tout d'abord la Copa América. Hier soir, la première demi-finale a opposé l'Argentine aux États-Unis. Eh bien, les Argentins de Lionel Messi ont tout simplement atomisé les Américains 4-0. L'autre demi-finale opposera ce soir la Colombie au Chili, le Chili qui est le tenant du titre. L'Euro maintenant, en ce moment même se déroulent 2 rencontres dans le groupe F, Hongrie-Portugal et Islande-Autriche. Et puis cet après-midi, ce sera au tour du groupe E. Les rencontres commencent à 15h. Suède-Belgique, probablement la dernière rencontre de Zlatan Ibrahimovic, et Italie-Irlande. Revenons maintenant sur la fête de la musique. C'était bien sûr hier. De nombreuses manifestations se sont déroulées un peu partout en Guadeloupe. On va évoquer de nouveau celle qui s'est tenue au Memorial Act, qui s'est mis à l'heure de la fête avec les mémoires urbaines. D'abord une conférence-débat, conférence qui a été suivie par un concours de musique urbaine organisé par l'association Gualabel, et c'était sa 2e édition. Le reportage de Muriel Barlagne. L'association Gualabel fait la promotion de la culture urbaine et de l'insertion par la culture urbaine depuis 15 ans. L'année dernière, elle a mis en place une scène ouverte, un concours qui permet aux artistes de concrétiser leurs projets. À la clé, il y a quand même la production de leur single, parrainé donc par Dance Music. Il y a quand même donc la distribution de leur single par Believe, il y a un clip vidéo professionnel par Return Back Vision et surtout une scène professionnelle pour la prochaine saison du Memorial Act et rémunérée. Donc en fait, tout pour les faire réellement rentrer dans la vie professionnelle artistique quand c'est vraiment la chose qu'ils ont envie de faire. Voilà. Le jury du concours est composé de professionnels de la musique, du spectacle et de l'audiovisuel. Leur tâche est d'autant plus difficile qu'il va falloir départager une vingtaine de participants.
Ce que j'attends, c'est effectivement la force rythmique, quels que soient les chants, rap, hip-hop, enfin quel que soit le style ou la forme, peut-être même, pourquoi pas aussi des passerelles entre les formes. Ce que j'attends, c'est aussi l'originalité, la singularité, la force des textes surtout, des textes forts, parce qu'en fait, l'idée c'est de voir en fait quel univers est porté par l'artiste et voir aussi où il nous emmène, quelle curiosité il va éveiller en nous. Et voilà, la force de la musique et la force du texte. Falcon a 30 ans, d'origine dominicaise, il est arrivé en Guadeloupe il y a 1 an. Dans le milieu musical depuis des années, il souhaite se faire connaître dans l'île. Pour ce concours, il a choisi d'interpréter Relations, un titre en anglais. Sont là qu'à parler de... On vive en soirée que... moi, nous sommes femmes, mais ces femmes-là, ils n'ont pas aimé les gars qui doucement, ils aiment les gars qui savent danser, qui savent amuser aux gens. Et c'est en fait, nous là, avec ces chiens-là, ils voient nous avec la cadescente. Un café musique depuis longtemps avec un voix musique à moi qui a poussé, qui a touché le monde, qui a touché l'homme, touché la femme, touché la cœur. Pour les participants, l'aventure ne s'arrêtera pas avec le concours. L'association Gualabel compte continuer à accompagner chacun. Véritable pépinière d'artistes, elle les aide à se structurer et à se faire une place sur le marché local. Et puis c'était exceptionnel hier, même les sapeurs-pompiers s'y sont mis, ils ont organisé chez eux, c'est-à-dire sur leur lieu de travail, la fête de la musique, une journée d'animation musicale au complexe même de Dotémar. Voici le reportage de Cécile Allègre. La surprise est de taille, mais nous sommes bel et bien dans un centre de secours et d'incendie. La caserne des Abîmes est une grande famille où tout le monde dispose d'un talent. Parmi eux, 2 groupes de musique se sont formés, New Generation et K18. Pompiers, mais avant tout, hommes et femmes. Pour nous, c'est une fête très importante dans la mesure où nous avons un orchestre composé uniquement de sapeurs-pompiers. Et pour nous, c'était une occasion de plus de faire savoir à nos collègues ce que nous faisons, de manière à les inviter à partager ce moment-là avec nous, tout comme des moments que nous avons l'habitude de partager ensemble, comme le sport par exemple. Sauver des vies, oui, mais pas uniquement. Ces pompiers sont aussi des musiciens et des chanteurs qui souhaitent partager leur passion. Pour beaucoup, la surprise est de taille, mais les soldats du feu sont bien décidés à changer leur image. Vous savez, donc les gens, quand on leur dit qu'on est composé que de sapeurs-pompiers, ça ajoute encore un plus, les gens prennent plaisir à nous écouter et ils se disent que bon, les pompiers ne sont pas là que pour sauver des vies, ils sont aussi là aussi pour faire la fête avec les autres. Les gens sont assez impressionnés de voir que le travail que nous fournissons, nous n'avons pas besoin d'être des artistes, des professionnels pour amener à bien notre projet. Pour cette première édition de la fête de la musique chez les pompiers, l'accent a été mis sur ces talents et a permis de créer une cohésion encore plus grande. Si les pompiers auraient aimé partager cela avec tous les travailleurs du parc d'activités de Dotémar, cela n'a pas gâché leur plaisir. Oui, alors c'est une réussite parce qu'on a eu de la musique, on a eu des musiciens, on a eu des chanteurs. C'est une réussite un petit peu timide cette année, mais je m'y attendais un petit peu parce que la nouveauté, eh bien, souvent elle fait peur. Mais je pense que les années prochaines, eh bien, on aura un engouement un peu plus particulier. La musique s'affirme donc comme un vecteur de cohésion et d'ouverture, mais surtout comme un moyen de faire découvrir les hommes et les femmes cachés derrière leur uniforme de pompiers. Voilà un reportage de Cécile Allègre qui ne nous dira pas si ces sapeurs-pompiers ont interprété « Allumer le feu » par exemple. Le temps qu'il fera sur notre archipel cet après-midi, un ciel très ensoleillé en grande terre, mais quelques nuages en basse terre avec des averses sur les sommets, ces sommets que vous connaissez, la Soufrière et les Mamelles, température comprise entre 28 et 30 degrés. Dans un instant, l'actualité dans le reste du monde avec nos confrères d'M6 et puis
qui sera suivi du magazine Maison à vendre. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table, excellent après-midi. Rendez-vous 19h, prochain journal régional.